Bonjour. L'invité de ce jeudi chez Agora, à ICI Télévision, est M. Sylvain Abitbol, écrivain, ingénieur et entrepreneur dans l'industrie des télécommunications. Il a quitté le Maroc pour Montréal après la guerre des 6 jours en 1967, suivant ainsi sa famille qui avait choisi le Québec comme nouvelle terre d'accueil. Diplômé de l'École polytechnique de Montréal, avec un diplôme en génie industriel et mécanique, M. Abitbol est surtout connu comme militant dans les institutions juives, membre de la communauté juive séfarade de Montréal. Sylvain Abitbol est devenu président de la Fédération de Montréal en 2004, CJA, et a été coprésident du Congrès juif canadien de 2007 à 2009. Il est titulaire de l'ordre du Jubilé de la Reine d'Angleterre et nommé au Musée de la civilisation du Québec. En 2022, M. Abitbol a reçu la médaille Samuel Bronfman, la plus prestigieuse distinction communautaire octroyée par la communauté juive de Montréal. Il est l'auteur du roman Minuit moins 5 de Casablanca à Wall Street, publié aux éditions Balzac. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, merci, M. Abitbol. Merci. Ça fait plaisir de vous recevoir chez ICI Télévision. Alors écoutez, ce livre fascinant, Minuit moins 5 de Casablanca à Wall Street. Bon, on voit une couverture très symbolique, très expressive. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est ce moins 5 de minuit. Ce n'est pas un minuit pile. C'est quoi le secret, justement? Minuit moins 5, c'est minuit, c'est le précipice. Okay. Minuit moins 5, il reste encore un peu d'espoir. Okay. Et c'est un peu Cendrillon qui doit rentrer à minuit, puis minuit, c'est la date fatidique. Donc, tant qu'on est avant minuit, on est encore en vie. Donc, minuit moins 5, c'est se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Et puis là, les choses arrivent, le miracle se produit. Donc, il y a ce petit délai. C'est magnifique, justement, de laisser un peu d'espoir avant d'arriver, justement, à ce qui est pile, à ce qui est juste. Qu'est-ce qui a, justement, motivé l'écriture de ce livre, justement, M. Abitbol? C'est intéressant. En 2017, moi qui gagnais ma vie en parlant, l'ironie de la vie, j'ai un cancer des cordes vocales qui m'a immobilisé à la maison pendant un certain temps. Donc, je me suis mis à écrire. Et ce livre est resté dans les tablettes pendant quelques années. C'était écrit sur un format Word. J'en ai pas fait grand-chose. Et puis, par hasard, je communique avec un ami à moi, Bob Abitbol aussi. Oui, qu'on salue, qu'on a déjà accueilli, oui. Et je lui envoie mon manuscrit, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Et là, il me répond, il le lit, il me dit, j'adore. Est-ce que je peux le publier? Puis ça a commencé comme ça. Cette aventure a commencé comme ça. Puis voilà. Le livre, lui aussi, a pris une certaine vie, une certaine dynamique. Oui. Puis là, on parle de Casablanca. Vous avez passé votre enfance là-bas. Et puis, vous avez la fibre aussi de l'entrepreneur. Vous êtes passé par la bourse. Vous avez un cheminement très exemplaire, on va dire. Puis, j'ai eu l'impression aussi qu'en lisant ce cheminement, en devenant un entrepreneur et ingénieur aussi, on dirait que vous fournissez justement à la relève les clés de la réussite en quelque sorte. On dirait que c'est un livre d'épanouissement personnel aussi. Est-ce qu'on peut le prendre comme ça? Moi, je crois que oui. Je crois que c'est un livre dans lequel tout l'espoir est permis. La persévérance et la résilience sont de mise. Et je crois que c'est le propre d'un homme d'affaires, c'est la résilience et de pouvoir ne compter que sur ses ressources personnelles pour passer à travers les épreuves. La vie, c'est une série d'épreuves, qu'on le veuille ou non. C'est comment on passe à travers ces épreuves, comment on se relève. Quand on se relève exactement. Puis ça nous permet de nous connaître aussi. Et voilà. Exactement, bien comme il faut. Dans un extrait, vous dites ceci du livre, « Un entrepreneur est toujours seul. Ce son seul est né animé que par son instinct de survie, il a une façade à travers laquelle rien n'est perceptible de l'extérieur. Il vit sur 2 univers, le sien et le reste du monde. » Est-ce que la solitude n'est pas dans le fond génératrice de la créativité? C'est intéressant ce que vous dites. Je me suis souvent posé cette question. Les êtres humains sont seuls.
d'une manière générale. On est entouré, une famille, mais à un moment donné, on est seul, on meurt seul. On est marié, on a des enfants, puis chaque mari, chaque enfant, c'est un univers à part. Donc, on peut être entouré, mais un entrepreneur fait face à une autre dimension. Si vous êtes un fonctionnaire ou avec un métier cadré de 9 à 5, la vie est réglée, comme une pendule, c'est facile de faire des plans. Un entrepreneur ne peut pas faire de plan. Il ne peut qu'avoir un plan à long terme et corriger son plan de match au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est à ce niveau-là, je veux dire, qu'on est seul, parce qu'on est seul à prendre des décisions qui sont souvent instinctives. On peut être aussi rationnel que l'on veut, mais à un moment donné, il y a une question aussi de suivre son instinct. Son instinct. Suivre son instinct. Mais ça interpelle justement, parce qu'en parlant de solitude, il y a aussi l'élément de la confiance en soi. Est-ce que ça se pose justement quand on dit qu'on est seul et que peut-être on ne fait pas confiance à tout le monde là? La confiance en soi est primordiale. Et ce n'est pas non seulement la confiance en soi, c'est aussi la capacité de ne pas être affecté par des éléments extérieurs qui peuvent affecter cette confiance en soi. Donc c'est la confiance en soi-même, la confiance dans la vie et la confiance dans tout ce qui est possible. Oui. Et c'est une question de concentration dans le fond. Là. Oui. Quand vous dites ne pas être affecté par... c'est cette possibilité de travailler sur soi souvent. Définitivement. C'est cette capacité de pouvoir s'isoler et réfléchir. Oui, pour acquérir cette capacité de maîtrise de soi et de confiance en soi. Magnifique. On va faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille aujourd'hui, chez Agora, M. Sylvain Abitbol. Écoutez, c'est une magnifique fusion entre l'entrepreneuriat, entre être ingénieur et être créatif, et écrire aussi, faire dans la littérature. Parce qu'on parle de ce livre aussi, hein. Minuit, moins 5 de Casablanca, à Wall Street. C'est publié chez les éditions Balzac. Donc, un livre, on va continuer la discussion dans les prochaines minutes qui viennent. Restez avec nous, on vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, on ce jeudi, avec M. Sylvain Abitbol. Minuit moins 5 de Casablanca à Wall Street. C'est un cheminement. On parle d'un cheminement, mesdames et messieurs. Et puis, un livre à lire chez les éditions Balzac. Il y a beaucoup de chapitres là qui parlent justement de ce parcours qui est le vôtre, M. Abitbol. Là, j'arrive à ce chapitre, après la déchirure là. Moi, j'ai envie de dire, quand on parle de déchirure, d'abord, c'est un choc, n'est-ce pas? Et puis, c'est quelque part un nouveau monde, un écartèlement des repères, etc., etc. Cette déchirure, qu'est-ce qu'elle vous a laissé comme séquelle, par exemple? Vous savez, c'est l'origine. C'est le ventre de la maman. La naissance est une déchirure aussi. On sort d'un univers où on est entièrement intégré vers un autre univers. Je crois que tout immigrant qui quitte son pays d'origine, quelles que soient les raisons, c'est une déchirure. On perd le contexte dans lequel on vit. Dans mon cas, ça s'est fait 2 fois. La première fois en quittant le Maroc. Mes parents sont d'abord installés en Espagne. Okay. Je me suis installé en France, à Grenoble. Puis après ça n'a pas marché. Et revenir à Montréal. Et là, Montréal, c'est une deuxième déchirure par rapport à la France, qui était quand même plus proche de ma culture. Et dans tous les cas, c'est faire face à un nouveau monde, un autre mode de vie, des nouvelles règles du jeu. Ok. Voilà. Que vous avez posé justement. Cette expérience canadienne aussi, elle a été marquante aussi, en vous installant à Montréal. Après 2 ans de bons loyaux services, votre salaire était de 9 000 $ par année. Oui. J'ai trouvé ce détail fascinant. 9 000 $ maintenant, on parle de peut-être 200 000, hein, ou peut-être 100 000, on ne sait jamais. Peut-être pas, oui, mais bon, c'était en 75, je crois, oui. 74. J'ai gradué le Polytechnique en 73. Okay. Donc, c'était mon premier travail comme ingénieur de chantier. Oui. Et c'est 9 000 $ par année, effectivement. Oui, donc il y a une différence maintenant avec les... C'était quelque chose à l'époque.
Et puis, cette évolution, comment est-ce que vous l'avez vécue? Parce que j'imagine qu'on vient seul, on parlait de solitude, justement, on parlait maintenant aussi de déchirure. Vous dites quelque chose de très philosophique aussi, la naissance, c'est la déchirure, mais il y avait aussi la naissance de l'entrepreneur en vous. Oui. Mon père était commerçant. D'accord. Okay. J'ai grandi naturellement dans un environnement de commerçants. Mon père était autodidacte. Il a perdu son propre père à l'âge de 11 ans. Donc, il s'est formé lui-même. C'était un commerçant, un représentant. Donc, j'ai grandi dans cet environnement familial des affaires. Donc, et puis, ça vous a donné la fibre. Elle vous a été communiquée donc, voilà. par votre papa. Startup Nations et réflexion sur la technologie. Vous projetez des visions très novatrices, M. Abiteboul, à ce niveau, en lisant le livre. C'est-à-dire que si l'entrepreneuriat de votre côté n'était pas au rendez-vous, les choses auraient stagné. Est-ce que c'était un passage obligé pour arriver à ce que vous êtes arrivé, à investir dans la bourse et tout ça? C'est difficile à dire. Vous savez, comme je l'ai dit à un moment donné, j'étais autant passionné par les sciences que par la philosophie et la littérature. Oui. Et à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Si j'avais choisi autre chose, peut-être que je serais un professeur d'école aujourd'hui. Oui. Mais je n'aurais certainement pas eu la vie excitante et trépidante que j'ai eue, que je ne changerais pour rien du tout. Oui, donc vous avez suivi cette passion et ça, c'est quelque chose, ça c'est une norme à suivre là, pour les jeunes aussi qui nous regardent. C'est la passion qui nous guide et il faut toujours persévérer quelque part. Je vais ouvrir une parenthèse justement. Vous êtes installé dans les années 70. Est-ce qu'on peut justement confirmer que les premiers Marocains qui se sont installés, ce sont les Marocains de confession juive, on va dire, au Québec? Oui. Est-ce que c'était dans les années 60 normalement? Ça a commencé au début des années 60. La grande vague, si on veut, de l'immigration juive du Maroc était entre 62 et 70. C'est la grande vague. Aujourd'hui, il y a à peu près 25 000 juifs du Maroc à Montréal. Oui. Voilà. Donc c'est les années 60, c'est pas les années 40, parce qu'on a entendu beaucoup dire que c'est les années 40, que beaucoup de Marocains de confession juive étaient installés dans des quartiers comme Chabanel, comme... Non, pas dans les années 40. C'est carrément dans les années 60 que bien des... Je crois la grosse majorité. Grande majorité. La grande majorité était venue, d'accord. Un partage, si vous le permettez, M. Abiteboul, extrait page 133 de votre livre Minuit moins 5. Donc, page 133. Ceci, je ne peux m'empêcher de penser à cette phrase de Lamartine. Au temps suspend ton vol, il y a un élément indispensable et c'est celui de croire en la chance et de foncer. Ne pas y croire ou être pessimiste entraîne l'échec garanti. Là. Croire en la chance introduit un facteur qui ne figure dans aucune équation. On dit qu'un pessimiste voit un verre à moitié vide et qu'un optimiste le voit à moitié plein. Il paraît qu'un ingénieur le voit comme étant surdimensionné. Napoléon, alors qu'il planifiait une bataille avec son état-major, devait décider quel général serait affecté à quelle unité. Le nom de l'un d'entre eux fut proposé avec les pour et les contre, vantant ses qualités. Examinant ses défauts, Napoléon interrompit les échanges et demanda « Mais est-il chanceux ?» Réflexion remarquable de la part d'un très grand stratège militaire. Le rôle de la chance dans la vie, finalement. C'est extrêmement important. Je crois que j'avais écouté l'entrevue d'un multimilliardaire américain à qui on avait demandé la clé de son succès. Il a dit c'est 5% de travail et 95% de chance. Et j'échangerais volontiers les 5% pour des milliards de dollars. Vous savez, la chance, c'est se retrouver au bon moment, au bon endroit, et de pouvoir saisir la chance. Mais si on n'est pas au bon moment, au bon endroit, avec la bonne idée, on ne la prend pas. Donc la chance, elle existe là. Ah oui. Ah oui. Elle est là. On ne peut pas dire que la chance, c'est juste
quelque chose là qui est vague ou la chance, bon, qui n'est elle pas existe, concret. mais il faut savoir la saisir aussi. Oui, Il faut savoir la saisir. Vous savez, elle passe, vous avez une ouverture. Oui. Si vous la saisissez Si pas, on la ben, saisit c'est ce qu'on pas. dit, ben, on a raté sa chance. On a raté sa chance, exactement, d'où cette pression, comme vous dites, exactement. Alors, encore une pause, mesdames et messieurs, on vous revient dans les prochaines minutes. J'accueille M. Sylvain Abitbol, qui vient d'écrire ce livre, Minuit moins 5, de Casa à Wall Street, qui est entrepreneur, ingénieur en télécommunications. On vous revient tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer cette entrevue intéressante avec M. Sylvain Abitbol, mon invité de ce jeudi chez Agora. On parlait de chance tout à l'heure. Permettez-moi de citer ces 3 lignes sur l'intelligence cette fois. Vous êtes-vous demandé quelle était la définition d'intelligence? Arrêtez-vous un instant avant de poursuivre votre lecture et pensez à la théorie de l'évolution à laquelle je reviens constamment et qui est celle de la survie. Voici ce qui est pour moi la plus pertinente des définitions que j'ai pu lire. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à son environnement. Si on ne peut pas, on change d'environnement. Si on ne peut pas, on change l'environnement. Commentaire. Exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est une question d'environnement. C'est une question d'environnement. Mais si on n'a pas la volonté de changer, on stagne. On meurt. Oui. On meurt. Ou on stagne. Oui. Alors, aujourd'hui, vous avez des civilisations qui n'ont pas du tout évolué parce qu'elles n'ont pas pu changer l'environnement. Et des sociétés qui ont pu quand même se développer parce qu'elles ont changé ou d'environnement ou elles ont changé. Aujourd'hui, notre civilisation change l'environnement, on change le monde, on change la capacité de changer l'environnement dans lequel on vit. On construit des villes, on change le climat, on détourne des rivières. Donc on change l'environnement pour nous aider. Oui. Sans le changement, donc on n'ira pas loin. Là, il faut le dire, là, comme ça, là. On n'ira pas vraiment, on n'atteindra même pas nos objectifs. J'aimerais vous tendre le livre pour un extrait, si vous le voulez bien, lequel? Monsieur Abitbol. C'est quand vous voulez, c'est de votre choix. Je ne sais pas si c'est prévu déjà, mais... je vais écouter. Moi, je crois que je vais vous lire peut-être le dernier paragraphe. Je vous en prie. Il est minuit moins 5 et je n'ai pas fini. Je commence à prendre un peu de l'âge, mais je n'en sens pas du tout le poids. Des projets bouillonnent de ma tête. Tous mes amis ont pris leur retraite et je les vois dépérir. Je m'intéresse à tout. De la physique quantique aux ordinateurs quantiques, à l'histoire, la philosophie, la musique et bien sûr la technologie. Toutes les nuits, j'ai le même rituel. De 3h du matin à 4h30, je suis sur YouTube où je lis sur ma tablette un des nombreux livres téléchargés. Cette tablette fait partie de mon univers. Elle m'accompagne chaque fois que je fais des courses. Je suis là, à écrire ces lignes, face à la mer, dans mon condominium de Floride, devant l'immensité de l'océan. Et je ne peux m'empêcher de penser à ce vers de Lamartine, au temps suspend en vol. Tout est passé si vite. Nous y voilà. Il est minuit moins 5. Cendrillon ne veut pas rentrer. C'est magnifique. Je reprends, merci. Bon, écoutez, c'est vraiment... Là, j'ai comme l'impression, en vous entendant, c'est comme une autobiographie. Est-ce qu'on peut le considérer comme ça? C'est une autobiographie, carrément. Avec des réflexions personnelles. Avec des réflexions personnelles, subjectives sur ce cheminement. L'acte d'entreprendre, M. Abitbol, d'aller vers les affaires, est-ce que c'est devenu facile ces derniers jours, ces derniers temps, ces dernières années? Ça a toujours été difficile. Vous savez, ça a toujours été difficile. Quand on parle de technologie, la technologie, c'est un ensemble de règles qu'on peut recopier, peut reproduire. Et qu'il s'agisse de la révolution industrielle avec les premières machines à vapeur, ou la nouvelle mécanique, ou les premiers ordinateurs, ou la mécanique quantique, c'est toujours un environnement qui remplace un autre. Et donc, il y a toujours un changement. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant? Je ne crois pas. Vous savez, on a toujours ce réflexe du bon vieux temps. Mais par contre, je crois que c'est beaucoup plus difficile pour la nouvelle génération que ça l'a été pour la mienne ou pour celle d'avant, parce que la pression est énorme. C'est une société de consommation à outrance. Mais vous savez, il y a un équilibre qui se fait.
aujourd'hui, depuis quelque temps, parle d'intelligence artificielle. C'est définitivement quelque chose qui va changer la façon dont on vit. Oui, exactement. Et il va falloir y faire face. De la même façon, exactement de la même façon que ceux qui n'ont pas pu s'adapter au monde de l'informatique ont dû s'adapter, de la même façon que les premiers ouvriers ont dû s'adapter aux nouvelles machines à tisser au lieu qu'elles soient faites à la main. C'est le même défi par rapport au changement. Oui, mais il y a des gens qui ont peur de cette intelligence. Est-ce qu'ils sont en droit d'avoir peur? Et de quoi avons-nous peur, justement? C'est la peur de l'inconnu. Voilà. C'est la peur de l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Et c'est la question, est-ce que je pourrais m'adapter? Encore une fois, c'est l'intelligence. Est-ce que je pourrais m'adapter à ce nouvel environnement que je ne comprends pas? Oui. On a un environnement devant lequel on est, on ne le comprend pas. On se demande, est-ce que je pourrais m'y adapter? Puis c'est la question qui se pose beaucoup, parce que les médias maintenant en parlent beaucoup, parce qu'il y a la menace que certains métiers disparaissent, et puis il y a l'inquiétude des gens face à cela. Mais c'est toujours un point positif, parce que la technologie, elle est là pas seulement pour amener des points négatifs, là, mais quand même pour servir l'être humain. Alors moi, je suis convaincu de ça. Oui, exact. Je suis convaincu que la technologie a permis à notre civilisation de faire des bonds énormes, des progrès énormes, mais je ne peux pas m'empêcher aussi de penser à science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tout à fait. Alors, ce qui est profond comme adage, comme citation là. En discutant avec vous tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est un livre qui va être traduit en arabe. Oui. Voulez-vous nous dire quelques mots? Oui, alors écoutez, un bon ami à moi que j'ai rencontré à travers Bob Abitbol, qui est Omar Boum, qui est anthropologue, qui a un doctorat en anthropologie. Il a une chaire à l'université UCLA, l'université de Californie à Los Angeles. Et il a une chaire dans laquelle il fait des travaux sur le judaïsme marocain, le monde du Maghreb. Et il a lu mon livre, il m'a dit c'est très intéressant, est-ce que tu permettrais que je fasse traduire en arabe? Je lui dis absolument, bien sûr. Donc voilà, je travaille là-dessus maintenant. Exactement, alors je vous souhaite bonne chance. Une dernière question peut-être. Quelle expérience avez-vous tirée, M. Abitbol, justement de cette fabuleuse aventure qu'est la vôtre? Vous êtes né au Maroc, vous êtes déplacé un peu partout, vous avez réalisé de magnifiques choses en tant qu'entrepreneur et ingénieur. Dites-nous. Je ne changerai pour rien au monde cette vie merveilleuse. La vie m'a comblé, m'a donné une femme, des enfants, des petits-enfants, un métier que j'ai adoré, que je vais avoir 74 ans dans un mois. Dans un mois. Je continue à travailler, j'ai beaucoup de projets et je suis encore très actif. Joyeux anniversaire d'avance, M. Abitbol. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était Sylvain Abitbol, notre invité de ce jeudi chez Agora, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 chez ICI Télévision. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Et voilà.